C'est ici que le Rhône entre en France. À la sortie du lac Léman, il ressemble à un gros torrent de montagne. En ce dimanche matin, nous tombons sur un homme que nous croyons être un simple pêcheur du dimanche. C'est une très belle journée, mais ça ne mord pas. Le pêcheur s'appelle Dundee et c'est son vrai prénom. Le Rhône que Dundee pratique tous les jours est un fleuve encore sauvage. Nous voyons traverser des cerfs, nous voyons traverser des sangliers par bande entière. Oui, oui. Il traverse le fleuve ? Ils traversent le fleuve en plein courant avec un déport vraiment minimum, puisque si on le faisait nous-mêmes à la nage, on arriverait 150 mètres plus bas sur la rive d'en face. Pêche, gibier, et ce n'est pas tout. Nous décidons de suivre Dundee le pêcheur et nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Donc on voit sur votre voiture, vous n'êtes pas que pêcheur, mais Également chercheur d'or, oui. chercheur d'or. C'est mon métier. Donc il y a des Récurrent. chercheurs d'or le long du Rhône. Il y a des chercheurs d'or le long du Rhône. Dundee est donc aussi orpailleur. Il promène ses drôles d'outils partout dans le monde, à commencer donc par le lit du Rhône et de ses petits affluents alentours. L'or sort avec le magma, se cristallise, très souvent avec du quartz. Et après, c'est l'érosion qui fait que ça concentre l'or au fond de la rivière. Donc, vers la source, on va trouver des morceaux d'or qui se transformeront en pépites quand c'est roulé dans le sable. Ça fait comme du papier de verre, ça les ponce, ça les arrondit. Et puis, plus on s'approche de la mer, plus on va loin dans les fleuves. À partir du Rhône, par exemple, c'est plus que de la poudre. Des paillettes d'or qui descendent des montagnes suisses. Il faudrait le voir pour le croire. Dundee simplement nous prévient, il va falloir être patient. Il faut laver des quantités souvent importantes de sable pour arriver aux paillettes tant convoitées. Et au bout d'une journée comme ça, ici, au bord du Rhône, Alors dans cette région, si vous avez fait votre petit gramme dans la journée, c'est une très bonne journée. Ouais. Oui. Les concentrations sont assez faibles. Et soudain, dans le sable, Une grosse paillette qui vient de faire son apparition. Donc là, on ne dit pas qu'on a trouvé de l'or, on dit qu'on a inventé. C'est une particularité. une paillette d'or au fond de la bâtée. Les comptoirs spécialisés l'achètent jusqu'à 50 € le gramme. Depuis plus de 20 ans, Dundee a fait de sa passion un gagne-pain, même s'il n'a pas toujours été chercheur d'or puisqu'il fut vendeur de voitures et même agent d'assurance. vous n'aviez pas la même tenue pour travailler, j'imagine. Non, ni la même coiffure. Non, on était coiffés en brosse et en costume. Une autre vie. Mais c'est bien aussi. Mais l'appel de la nature était trop fort. Cette première rencontre sur le Rhône avec Dundee le chercheur d'or ne sera pas la seule découverte pittoresque de ce voyage. Un peu plus loin, le Rhône tombe sur un os. Fort-l'Écluse. Étonnante forteresse à 2 étages, l'un surplombant le Rhône, l'autre niché au sommet de la montagne. Cette citadelle longtemps abandonnée aujourd'hui revit. Et il est un homme qui la connaît de fond en comble. Jean-Dominique Bélanger est le gardien permanent de Fort-l'Écluse et il habite juste en face. C'est vrai que les embouteillages de Paris, du coup, je connais pas trop. Et 10 minutes pour aller bosser, ça c'est cool. Décidément, le Rhône ici n'est pas le fleuve large et majestueux de son embouchure, mais une frontière naturelle entre le Jura et les Alpes. Jean-Dominique est savoyard. Lui aussi s'est inventé une nouvelle vie sur les rives du Rhône. Lui qui avait commencé sa vie professionnelle comme bûcheron est maintenant incollable sur l'histoire militaire. Moi j'ai toujours été un tchatcheur, donc j'ai jamais eu aucun problème à raconter des histoires
Enfin, j'aime pas trop me mettre en avant, mais j'aime bien donner quelque chose aux gens. Donc voilà, c'est le plaisir, c'est faire rire les gens, c'est leur apprendre un petit truc. Puis quand ils ressortent, s'ils ont retenu 45% de ce que je leur ai raconté, je me suis déjà bien content. Ouais. C'est le début de saison. Les touristes viennent de plus en plus nombreux. Bravo soldats, c'est toi qui lèves le pont. Allez, en route. Vous voyez, les galets descendent et le pont monte. Donc alors évidemment, faut pas que l'ennemi arrive trop vite. Parce que nous on est morts, évidemment. Le pont-levis est une curiosité, mais c'est à l'intérieur de la montagne que Jean-Dominique va nous entraîner dans les secrets de la citadelle. Jean-Dominique, il va jusqu'où cet escalier? Donc ça, c'est l'escalier qui relie le fort du bas au fort du haut. C'est 830 marches entièrement sous la roche. 830 marches? 830 marches, 200 mètres de dénivelé positif. Faut 20 minutes pour monter. Entre le fort du bas et le fort du haut, la falaise est vertigineuse. Les militaires du temps jadis ont mis 10 ans à creuser la montagne. Ah là, ça commence à bien se dégager, parce que le Mont Blanc, il est bien ouvert. Donc là, on a fait 685, reste 237. Mais celui qui fait l'effort jusqu'au sommet ne peut être que frustré, car l'entrée du fort du haut est fermée au public. Donc là, on est à l'entrée du fort supérieur proprement dit. Ça marque la barrière pour le touriste. Il ne peut pas accéder au fort supérieur. Pas encore rénové, voilà. Arrive alors une touriste américaine qui vient de s'infliger la montée des 830 marches. Une demi-heure. J'ai mis exactement 30 minutes. Je ne pense pas que beaucoup d'Américains fassent comme moi. Ils sont en surpoids souvent. Ils n'y arriveraient pas. On peut la laisser entrer? Just one. Just one? Ah, yes. Oh merci, je vous adore. Très joli. On a de très beaux paysages aux États-Unis, mais pas comme cela. Magnifique. Pour Jean-Dominique, c'est un week-end chargé. Il accueille des renforts d'été, 5 saisonniers, dont 2 nouvelles recrues. Tout de suite à droite, vous avez le bureau, donc là vous avez les clés. C'est son chef Nicolas qui se charge de leur donner Dans les le bureau, consignes. vous récupérez une radio. Le port de la radio est obligatoire. On est un site qui est très compliqué, le téléphone ne passe pas. Si vous avez un souci, il faut pouvoir prévenir le reste de l'équipe pour vous aider à intervenir. Donc on va aller jusqu'à l'accueil. Et histoire de pimenter l'intégration des nouvelles recrues, un défi leur est proposé. Grimper depuis le fort du bas jusqu'au fort du haut, non pas par les 830 marches, mais en escaladant la falaise. Un à-pic de 200 mètres. On va dire que c'est un peu un bizutage pour la nouvelle équipe. Et voilà, oui, c'est l'épreuve du feu. Et au fort, apprivoiser le vide, c'est assez utile après dans la gestion quotidienne du fort. Quand on est obligé de faire des montages en hauteur ou de la petite maintenance, on est très vite sur les murs à plusieurs mètres de hauteur. Et alors c'est un baptême du feu, mais c'est aussi une initiation pour le futur travail. C'est le premier jour des 2 nouveaux guides, Maëva, 22 ans, et Kader. Mais ils n'ont pas froid aux yeux, ils relèvent le défi. Bon, alors on va commencer à faire la cordée. Qui craint avoir peur? Pourquoi? Parce que j'en ai jamais fait et ça me fait peur. Qu'est-ce qui vous fait peur? Si mec. Ne pas avoir assez de force pour grimper. Allez, c'est parti. C'est un guide de haute montagne, Pascal, qui va les initier. Heureusement, la paroi est équipée. C'est une via ferrata. Je vais mourir. Maëva espère avoir C'est assez bon. de force Alors, pour les 200 vous mètres de écoutez bien dénivelé. Là, c'est un des passages qui est un petit peu dur. Mais attends, c'est pas le Vietnam non plus. Tu t'attendais pas à ça, le premier jour de travail? Pas du tout. Non, je me disais que j'allais la faire, mais pas dès le premier jour. La cordée est trop petite. Et ben, tu attends que la personne qui est derrière toi monte un peu. Ah bah, il faut que je dégage mon pied alors. Allez, viens. Voilà. Tac. Tac. Là. Voilà. Tu passes la corde dans la queue de cochon. Et tu changes tes mousquetons. Comme ça.
Alors tes premières impressions? J'essaie de ne pas regarder en bas. Pour toi, il y a le Rhône, c'est magnifique. Oui, je vais regarder le Rhône, mais pas au-dessus de moi. Oh oui. Pas en dessous, pourquoi? T'as fait peur? Il paraît, mais non, ça fait pas peur. C'est génial. Génial. Qui a dit que le Rhône était un long fleuve tranquille? Certainement pas les guides de Fort-l'Écluse. Le Rhône, en fait là on est en pleine montagne et on se dit que si on se jette dedans et qu'on attend, on va se retrouver à Marseille, avoir un petit pastis bien frais. Et on se dit que ça fait envie quand même. Mais avant de poursuivre la descente, impossible de ne pas être attiré par une autre curiosité qui se cache ici, une étrange cathédrale de béton qui a fait rêver la France entière avant de tomber dans l'oubli. Le patron des lieux n'était pas né quand la chose fut construite. Mais lui regarde encore ce monument sur le Rhône avec les yeux qui brillent. Samuel Freinet accepte de nous emmener dans le ventre du monstre qui fut en son temps le premier et le plus grand barrage hydroélectrique en Europe. Donc là, on est au niveau de la salle des alternateurs. Donc on voit les 6 alternateurs. Donc il y a 3000 m² là de surface et on est sur un balcon qui était prévu à l'origine pour les visiteurs. En construisant sur le Rhône le barrage de Génissia, la France a pris des assurances sur l'avenir. Le barrage de Génissia fleurbon toute une époque. Le début des fameuses 30 Glorieuses, qui fut pour le Rhône le début de la fin, en tant que fleuve sauvage. Le Rhône est depuis lors privé de liberté. Aujourd'hui, pour Samuel l'ingénieur, c'est un jour particulier. Un de ces rares moments de maintenance où les turbines s'arrêtent. D'ordinaire, personne ne s'aventure ici, dans les entrailles du barrage. Exceptionnellement, nous sommes autorisés à le suivre. Ici, on est complètement dans la zone où arrive l'eau, passe par ici et va faire tourner la roue. Donc là, on va avancer. Voilà. On se retrouve vers la conduite forcée. Donc à l'amont, on a le barrage avec l'eau. Hein. On a les 63 mètres de chute en amont. Hein. On a l'eau qui arrive ici. Et donc les 150 mètres cubes d'eau qui passent comme ça. Depuis 65 ans déjà, tout fonctionne à merveille à Génissia comme dans les autres barrages hydroélectriques du Rhône. Les hommes ont domestiqué le plus puissant des fleuves français. Tourne à droite. Vas-y, n'aie pas peur. Écoute-moi. Là, descends. Pouah. Ah, la poussière de farine. Voilà, le chargement est terminé. En espérant que le cygne ne m'attaque pas. Attention, allez, va jouer. On nourrit les cygnes aussi, tiens. Regarde, voilà. T'as du maïs, Guillaume, dans la gode là. Les barrages ont rendu le Rhône navigable en toute saison, y compris pour les plus grosses cargaisons. Ainsi, c'est 2680 tonnes de maïs chargées sur le quai de Chalon-sur-Saône. On va mettre la marchandise à l'abri des intempéries. C'est une marchandise qui craint l'eau. Sinon, elle se met à repousser, ça va faire un champ de maïs dans le bateau. Le capitaine s'appelle Bernard. Il a l'habitude d'être tranquille sur sa péniche avec son fils Guillaume, qui lui ressemble comme 2 gouttes d'eau et qui est son apprenti. Et ce serait moi le patron, je le ferai pas, donc je suis que matelot, donc pour l'instant, c'est à moi de le faire. Nous leur proposons d'embarquer avec eux. 4 jours pour descendre le Rhône jusqu'à Port-Saint-Louis. La péniche a un petit nom de paradis, même si elle ne quitte jamais le Rhône. 110 mètres de long à manœuvrer en famille, avec Florence, la femme de Bernard, dans le fauteuil d'à côté, et un navire qui obéit au doigt et à l'œil. Ma main droite, c'est propulseur d'étrave. Ça, c'est le moteur principal. Moteur principal arrière.
Et la main gauche, c'est le safran, ou sous le nom connu aussi gouvernail. Confortable de nos jours, la batellerie sur le Rhône. Une vraie maison qui flotte. Alors ici, nous avons la cuisine, tout équipé. Plaque de cuisson, lave-vaisselle. Ici, nous avons 2 frigos. On doit être autonome à naviguer plusieurs jours d'affilée sans problème. Nous arrivons après dans la salle à manger et le salon. Est-ce qu'il y a un seul confort à terre que vous n'avez pas à bord? La piscine. Mais on a le Rhône. Ici, la chambre du capitaine. Le tout avec vue sur le Rhône. Tout à fait. Chaque pièce a une vue, chaque pièce est climatisée, télévision, téléphone dans toutes les pièces. Et ici, nous avons la salle de bain, avec baignoire et douche. Qui fait une surface totale de 120 mètres carrés. Donc tous les matins, quand je sors de ma chambre, directement au travail. Il n'y a pas plus rapide. Certains week-ends au passage à Lyon, les quais sont à la fête. Comme si la terre entière s'y donnait rendez-vous. Comme si le Rhône, en irriguant la ville, la délestait du stress de la semaine. Mais à bord du Bounty, il n'y a pas de week-end. Et le fils du patron n'est pas là pour s'amuser. Et t'as fini de manger? Il est là pour apprendre. Ah bah c'est bien. Bon allez, faut que tu conduises un peu là. Tu prennes la place. Là. Allez, tu me rentres l'écluse et tu la sors. Tu te rappelles que celle-là, elle est décalée. Hein? Passer une écluse. Allez, tu te présentes. Prépare pour rentrer. C'est apprendre à viser juste. Rappelons que Guillaume, 21 ans, a entre les mains un rafio long comme un terrain de football, plus lourd que 100 camions semi-remorques. Réussira-t-il à passer l'écluse sans dommage? Tu vas avoir le feu vert. Accélère devant, sinon tu passeras pas là-bas avec le déport. Laisse ta barre toujours 5 degrés à gauche. T'es toujours de travers. Pourquoi tu es toujours de travers? Tu peux m'expliquer, Guillaume? Tourne ta barre à gauche. Regarde derrière à gauche, tu es en train de toucher. Ah. Eh oui, t'es de travers, je te dis. Je viens de te le dire, t'es de travers. Quand tu regardes ton rétro devant, tu regardes celui de derrière, tu vois bien la différence entre les deux. Il faut que tu anticipes. Cela se joue à quelques centimètres de chaque côté de la coque. Stop! C'est bon, c'est bon! Ça pourrait être mieux, hein, garçon. Ça pourrait être mieux. C'est quelque chose qu'on craint, l'écluse, quand on arrive devant, enfin la première fois où tu as dû faire ça? Oui. Peur de se rater, d'abîmer le bateau du coup, et des représailles du père. Là, c'est tous les coteaux d'Ardèche, les côtes rôties. Il y a du bon vin. Là. Au sud de Lyon, les rives du fleuve se redressent et les vignes s'y accrochent pour donner le meilleur d'elles-mêmes. Ce qui s'est passé ici, entre les hommes et la terre, est à l'image de l'esprit de reconquête qui se noue partout, tout au long du Rhône. Faut bien trier le pourri comme hier, pareil. Ouais. Émilie, tu vas faire gaffe de bien suivre toutes les chaillées sur la droite. Il est 7 h du matin en cette fin septembre. Les vendanges commencent sur les côtes du Rhône. Guillaume Cluzel exploite avec ses parents 9 hectares de vignobles. Les côtes du Rhône étaient autrefois des vins dépréciés. Aujourd'hui, ces crus de Côte-Rôtie et Condrieu comptent parmi les plus prestigieux. Il a fallu 3 générations à la famille de Guillaume pour valoriser pleinement cette terre. C'est mon arrière-grand-père qui a planté la première parcelle au Grand Place en 1935. Donc à cette époque-là, il faisait des fruits et de la maraîche à côté. Après, mon grand-père a repris et c'est mon père qui a vraiment commencé à faire que de la bouteille et arrêter les fruits et la maraîche
en 85 quand il a repris l'exploitation de mon grand-père. Ici, la récolte est fastidieuse et se fait exclusivement à la main. La famille de Guillaume ne la confie pas à n'importe qui. Donc il y a Jean-Pierre juste à côté qui était mon prof de SVT au collège en 4e, 3e. Sa femme Monique qui fait la cuisine était mon institutrice au CM2. Et Dédé et Nicole, donc Dédé c'est le frère de mon oncle. Donc c'est pour ça qu'ils viennent vendanger depuis si longtemps aussi à la maison. Ouais. Je pense qu'il nous fait confiance. Si, mais de temps en temps, il regarde dans les seaux, on ne sait jamais. On va faire 70 caisses à peu près. Donc 12-13 voyages. De chenillettes, après, aller-retour de seaux, on les compte pas. Il y en a trop. Même si l'étiquette sur les bouteilles familiales est prestigieuse, l'ambiance est à la bonne franquette. À la pause, c'est la maman de Guillaume, Brigitte, qui est derrière les fourneaux. Tarte au poire aujourd'hui. Là, pour les vendanges, il faut s'organiser. Combien de personnes à servir aujourd'hui? 32. Même pas peur. Ça fait depuis 1986 que je fais tous les menus. Est-ce qu'il y en a qui revolent de l'aligot? T'en revoles, Dédé? Ouais. Si on veut qu'ils reviennent tous les ans, on est bien obligé de leur faire bien à manger. Ils sont efficaces après dans les vignes, ils s'endorment pas? Non. Il y a une petite demi-heure pour attaquer comme il faut, et puis après c'est bon. Ça fait une bonne digestion, les vignes. Guillaume n'a jamais sérieusement imaginé quitter cette ambiance, excepté un voyage de jeunesse en Australie. Devenir vigneron ici, sur les côtes du Rhône où il est né, est un chemin tracé depuis l'enfance. De ce cépage vionnier, la famille Cluzel tire 2000 bouteilles de Condrieu, un vin blanc rare qui accompagne à merveille les poissons du Rhône et se vend 45 € la bouteille. L'or du Rhône, l'or à l'état pur. Dans la vie de Guillaume, il y a les vignes, il y a le Rhône, il y a donc aussi chaque été les joutes. Bateau rouge, vainqueur de la page. Dès le plus jeune âge, ces jeux sur le Rhône sont une affaire très sérieuse. Là, tu te laisses faire. Tu te laisses jouter. Oh, t'as pas envie, Guillaume on y dirait, excelle, mais il bon. fut champion. C'est bon, t'as pris ton bas, tu t'es réveillé là? Il est à présent entraîneur, Tu m'écartes ses épaules, tu te prends la patte, tu l'encaisses et tu le sors. un entraîneur exigeant. Écarte-moi ses épaules. Tiens-moi cette jambe derrière. Allez! Ouais, t'as pas bougé. Ce qu'il faut faire. Content, c'est bon. Ainsi va le Rhône, ce rebelle que le XXe siècle avait muselé, pollué, trahi, semble vouloir redevenir pour ses riverains un cours d'eau, un vrai, leur Rhône. À bord de la péniche Bounty, l'heure du repas approche. Il sera aussi tranquille que le fleuve, car nous approchons d'Avignon. Le Rhône s'élargit. Bernard a le gouvernail dans une main et sa fourchette dans l'autre. Un déjeuner en tête à tête avec le fleuve. Ah voilà. Quelle plus belle terrasse pour manger. Hein? Demande le peuple. Au milieu de l'eau. À la hauteur d'Avignon, la péniche de Bernard passe devant ce qui ressemble à une guinguette des bords de Marne et qui, de fait, s'avère être une guinguette. Ce bâtiment était autrefois un moulin, puis il fut un lieu de plaisir nautique, et longtemps il fut laissé à l'abandon. Jusqu'au jour où deux amis en quête d'une bonne idée, Marc et Philippe, ont décidé de le faire revivre. On vient ici pour manger ou pour regarder le fleuve? Les deux.
Les deux, il faut profiter, savoir manger, et puis en même temps savoir profiter de l'endroit exceptionnel où on se trouve. C'est presque le hasard qui vous a amené là, c'est à force de passer devant. C'est à force de passer sur le pont là-bas, de voir ce lieu qui était fermé. Et on a dit, tiens, pourquoi pas aller voir et se renseigner. Une guinguette à Avignon, on s'attendait plus à une guinguette sur la Marne. C'était un challenge justement de faire une guinguette et non pas marquer en restaurant, mais marquer guinguette. Parce que dans le sud, on n'est pas trop habitué aux guinguettes. On est connu sur le bord de Marne, tout ça, etc. Et là, ici, les gens ne sont pas trop familiarisés à la guinguette. Et c'était un objectif. Et c'est pour ça qu'on a décidé de l'appeler la guinguette. La trilogie? Et l'histoire de cette guinguette d'Avignon est celle d'une belle équipe. Là, c'est merveilleux. Déjà une vue fabuleuse, là. C'est merveilleux parce que tu as le Rhône, tu as la barge, le bateau, la terrasse. Marc et son maillot noir, Ah, c'est génial. Philippe et son maillot blanc. Il y a aussi Muriel, la femme de Marc, qui pour le coup se retrouve au four et au moulin. Ah non, ça sera en terrasse, madame. Hein. Mais vous serez protégés de toute façon. Nous avons une tonnelle. Hein, voilà. Merci beaucoup, madame Adima. Au revoir. Là, on va être complet demain midi. Hein. Morille. Les cuisines donnent directement sur le Rhône, qui est leur meilleur atout pour attirer le chaland. On mange pas de poisson du Rhône? Pas du Rhône, non, de la Méditerranée. On a du rouget en petite pêche, on a du loup et on a de la dorade royale. Les frites arrivent. Mais le fleuve est aussi le pire ennemi de la guinguette. 1 à 2 fois par an, les fameuses crues du Rhône envahissent le ponton. Ces jours-là, c'est la catastrophe. Ça, c'est les dernières. On ne voyait plus les rambardes. Et là, d'un coup, la sensation de ne plus avoir de sang, en se disant 1,50 m, on a dû faire passer tous les clients par les appartements parce qu'on ne pouvait plus accéder là. Après, il y a des risques, mais ça monte assez vite. Ouais. Comme une vague, comme tu es au bord de la mer, tu vois la vague arriver. C'est un petit mini tsunami quelque part. Ouais. Un mini tsunami. Ah là là, c'est à la fois beau, inquiétant, mais il faut l'accepter, il ne faut pas être naïf quand on est au bord de l'eau. Il faut accepter que de temps en temps, l'eau elle vienne un petit peu chez nous. Voilà. Et au beau jour, le Rhône est pardonné. Sur ce ponton d'Avignon, on y danse et on s'y baigne. Comme si les gens d'ici s'inventaient un morceau de plage sur le Rhône. On essaie de donner une image du Rhône positive. Et pas regarder le Rhône que lorsqu'il déborde, mais que le Rhône, c'est pas un ennemi, mais ça peut être une source de divertissement, de balade. Ah, il fait le dauphin. Le dauphin, là. Ouais. Le dauphin. Ah oui, ça c'est génial, ça. C'est pas utile d'aller à la mer. Il y arrive bien. Malgré le vent, il y arrive bien. Hein. Ce qui est marrant, c'est que des fois, la turbine du jet asperge un peu les gens en terrasse. Ça les rafraîchit, puis ça crée une autre animation. Longtemps, les Avignonnais ont tourné le dos à leur fleuve. Voilà, il nous a donné un petit coup de cornemuse. Il y avait toutefois quelques pionniers, quelques inconditionnels du Rhône, comme ces bateaux-restaurants qui croisent depuis plus de 30 ans devant la guinguette. Et ce bateau, c'est un de vos amis? Oui, Minatier, oui. On fait le même travail sur le même périmètre, mais on s'entend très très bien. Il a 2 bateaux-restaurants qui sont sur Avignon, et ils font un tour, ils passent devant la guinguette, donc c'est assez sympa. Ce serait presque une vie balnéaire qui s'invente sur ce bras du Rhône. Et les soirs d'été, quand la terrasse s'endort, Marc, Philippe et Muriel rêvent à des lendemains qui chantent et à des hivers sans crue. Au petit matin, Philippe est sur le pont. Il veille au grain pour ses œillets et ses géraniums. Vous les arrosez tous les matins? Tous les matins. C'est obligatoire, surtout quand il commence à faire très chaud. Et si tu n'arroses pas tous les matins, ça meurt rapidement. Ah, c'est ma passion, c'est quelque chose que je fais depuis très longtemps. Et un peu comme j'ai la main verte, j'en profite parce que tout ce que je plante, ça pousse. En ce dimanche, le propriétaire des bateaux-restaurants aperçus la veille sur le fleuve est venu à l'heure de l'apéritif. Monsieur Vinatier, un authentique marin d'eau douce, amoureux des bateaux, qui a de la suite dans les idées et de grandes ambitions pour le Rhône. Votre projet, c'est de faire un port? Un port de plaisance. Il y a eu beaucoup de projets de port de plaisance sur Avignon, puis en fait, quand ils ne se sont jamais faits, j'espère que celui-ci se fera. Il est dans un lieu privilégié, c'est la pointe de l'île, qui sera à 800 mètres du pont d'Avignon. En face du pont d'Avignon, entre 2 bras du fleuve,
se trouve une grande île. C'est là que M. Vinatier a bâti son rêve de port de plaisance. C'est l'armée qui occupait autrefois les lieux à la pointe de l'île. Une fois les militaires partis, M. Vinatier a racheté les terrains. C'est l'armée elle-même qui m'a appelé en disant vous vous occupez de bateaux, du Rhône, etc. Vous seriez peut-être intéressé, on a un terrain à vendre qui se trouve à tel endroit. Et vous y avez tout de suite cru? Ah bah oui. L'emplacement est exceptionnel. Et on est exactement au milieu de la vie du Rhône. Et voilà comment cette petite langue de terre au milieu des eaux du Rhône sera peut-être un jour une marina. Le projet ici, c'est de faire un port avec 300 anneaux, donc 300 possibilités de bateaux, et c'est de rendre à Avignon et à sa région un site exceptionnel. Peut-être M. Vinatier rêve-t-il de laisser ici une empreinte sur ce fleuve où ces bateaux-restaurants font des ronds dans l'eau depuis si longtemps. Ce voyage sur le Rhône s'achève en Camargue, sur la péniche géante de Bernard. Je marche le long du Rhône. Il avait commencé à la frontière suisse avec un chercheur d'or. Une promenade de 522 km sur le plus fougueux des fleuves français, avec quelques rencontres plaisantes, des riverains qui, chacun à sa manière, ont décidé de partir à la reconquête du Rhône.